Imaginez, l'hiver dans l'Arctique canadien, une température de moins 55 degrés. Les réserves de nourriture sont épuisées depuis un mois. Un groupe d'hommes exténués achève de manger les derniers morceaux de peau de caribou déterrés des cendres du feu de camp. Derrière la porte, des milliers de kilomètres de désert de glace. Devant eux, l'inconnu. Ce n'est pas le scénario d'un film d'horreur. C'est l'expédition réelle de John Franklin de 1819. Une histoire longue, complexe, mais incroyablement captivante, d'une expédition à pied vers l'océan Arctique. Sir John Franklin est un nom que beaucoup connaissent pour la tragédie des navires Erebus et Terror, disparus dans les glaces de l'Arctique à la recherche du passage du Nord-Ouest. Mais aujourd'hui, il est question d'une autre expédition, une sorte de prologue à cette célèbre catastrophe, une odyssée polaire à pied organisée par Franklin quelques années avant sa navigation fatale. Et d'une certaine manière, cette histoire est encore plus terrifiante. Tribus indiennes, événements mystiques, cannibalisme et une série d'événements tragiques, tout cela vous attend. Le futur capitaine vit le jour en 1786 dans le comté du Lincolnshire, au sein d'une famille nombreuse de commerçants. John n'étant pas l'un des fils aînés, il ne pouvait espérer hériter de l'affaire paternelle. À 14 ans, il s'engagea comme mousse sur un navire et lia son destin à la mer. Sa carrière décolla rapidement. À 16 ans, il participa à l'expédition australienne de Matthew Flinders, qui dura de 1801 à 1803. Là, le jeune Franklin maîtrisa la navigation, l'hydrographie et acquit une solide expérience des longues traversées. De retour d'Australie, il fut immédiatement plongé au cœur de l'action, la bataille de Trafalgar en 1805. Et en 1814, il participa à la guerre anglo-américaine où il fut blessé à l'abdomen par un éclat d'obus lors de la bataille de la Nouvelle-Orléans. On ne pouvait certainement pas le qualifier de lâche. Entreprenant, sûr de lui, il gagna très tôt une réputation de héros de guerre et d'explorateur reconnu. Mais rapprochons-nous de l'Arctique. Franklin se confronta pour la première fois aux glaces polaires en 1818 en commandant le navire Trent. Le second navire était le Dorothea, sous le commandement du capitaine David Buchan, qui dirigeait l'expédition. Le lieutenant Franklin, âgé de 32 ans, malgré toute son ambition, jouait le rôle d'assistant et de subordonné. L'objectif de cette expédition semble aujourd'hui presque absurde, atteindre le détroit de Bering en passant par le pôle Nord. À l'époque, on savait très peu de choses sur l'Arctique. Les cartes présentaient des taches blanches béantes. Beaucoup pensaient que juste après le Canada, les glaces prenaient fin, que l'océan devenait navigable et que le pôle Nord lui-même était libre de glace. Le 25 avril, les navires quittèrent la Tamise et firent route vers le nord, entre le Spitzberg et le Groenland. En mai, ils atteignirent le 80e parallèle nord. Là, ils furent accueillis par des champs de glace infranchissables, les forçant à se réfugier dans une baie au nord-ouest du Spitzberg. Quelques jours plus tard, les navires reprirent la mer, mais le 30 juillet, une terrible tempête éclata. Les glaces commencèrent à enserrer les navires et le capitaine Buchan prit la décision de faire demi-tour pour préserver les bâtiments et l'équipage. Grâce à une direction judicieuse, l'expédition rentra chez elle en toute sécurité et sans perte. Parallèlement à ces événements, en cette même année 1818, une autre expédition polaire eut lieu, celle de Sir John Ross. Elle cherchait le passage du nord-ouest au-dessus du nord du Canada. Le grand rêve des Anglais était de trouver une route vers l'Asie, vers l'Inde, d'où l'on rapportait des épices, des tissus et d'autres marchandises précieuses. L'objectif était de passer de l'océan Atlantique au Pacifique en traversant l'Amérique du Nord, ce qui promettait des avantages économiques colossaux. L'expédition de Ross ne trouva pas non plus le passage, bien qu'elle ait cartographié de vastes territoires arctiques et de grandes îles. La raison de son retour fut un événement étrange. En naviguant dans le détroit de Lancaster, Ross aperçut devant lui les contours de hautes montagnes. Induit en erreur par un mirage, il décida que le détroit n'était qu'un large fjord et ne jugea même pas nécessaire de vérifier cette hypothèse.
l'Arctique est riche en illusions d'optique, et l'on ignore si le capitaine a réellement cru à l'existence de ces montagnes ou s'il voulait simplement rentrer plus vite en Angleterre. Le fait est qu'il fit faire demi-tour à ses navires et repartit sans même s'approcher des sommets imaginaires. Cette histoire de montagne rappelle vivement la légende de la terre de Sannikov que le baron Toll et de nombreux autres navigateurs avaient vue. Des fonds énormes et de longues années furent consacrés à sa recherche. Cependant, le retour de Ross en Angleterre ne se fit pas sans incident. Son navire fut pris dans les glaces. À l'Amirauté, on commença à murmurer. Peut-être que ce passage du nord-ouest n'est pas si indispensable après tout. Il coûte bien trop cher. Toutefois, Sir John Barrow, une figure extrêmement influente à l'Amirauté et dans les hautes sphères anglaises en général, brûlait pour cette idée. En politicien expérimenté, il la promouvait avec succès. Il réussit à susciter un intérêt si vif pour le problème du passage du Nord-Ouest dans les cercles navals et scientifiques que même le Trésor public, pourtant avare et ne finançant que les entreprises rentables, alloua de nouveau les fonds nécessaires. John Barrow insistait sur l'honneur de l'Angleterre qui se devait d'être la première à parcourir cette route avant que d'autres puissances ne le fassent. La concurrence entre les flottes d'Espagne, de France, d'Angleterre et des États-Unis était assez vive à cette époque. Chacun voulait être le premier. De plus, en rendant compte de leurs expéditions à l'Amirauté, le lieutenant John Franklin et William Edward Parry, qui avaient participé à l'expédition de Ross, laissèrent entendre sans équivoque que leurs supérieurs, des capitaines de la vieille école pour ainsi dire, sinon par lâcheté, avaient fait demi-tour trop tôt. Encore un peu, et les glaces se seraient ouvertes, et le passage du nord-ouest aurait été découvert. C'est un point important qui caractérise Franklin. Il ne tenait pas compte des risques et du fait que, grâce à la direction de ses supérieurs, tous les membres de l'équipage étaient rentrés vivants. Il mettait l'accent sur la nécessité de prendre des risques, même si cela mettait en péril la vie des marins et les navires. Et voilà qu'en 1819, l'Amirauté organise une nouvelle expédition à la recherche du passage du Nord-Ouest. Mais elle le fait avec moins d'enthousiasme et alloue beaucoup moins d'argent. Les chefs en sont l'ambitieux jeune capitaine William Edward Parry et le lieutenant de 33 ans John Franklin. L'expédition était divisée en deux parties, une maritime et une terrestre. La partie maritime était dirigée par Parry, tandis que Franklin devait traverser à pied l'Arctique canadien. Quant à la partie maritime sous le commandement de Parry, elle fut tout à fait réussie et dépassa même à certains égards les attentes. Elle prouva que la baie de Baffin était ouverte du côté ouest où mène le large détroit navigable de Lancaster. Et les montagnes que Ross avait vues en 1818 au fond du détroit se révélèrent être une illusion d'optique. Les navires Éclat et Gripper rencontrèrent également ces montagnes, mais elles se dissipèrent comme du brouillard à leur approche. L'expédition découvrit le détroit de Barrow, adjacent à l'ouest du détroit de Lancaster et le détroit de Melville. Ainsi, William Parry réussit dès le premier été à pénétrer loin dans des mers où aucun navire ne s'était jamais aventuré avant lui, et à atteindre le 110e degré de longitude ouest, parcourant ainsi la moitié de la distance entre le détroit de Davis à l'est et le détroit de Bering à l'ouest. Là, Parry annonça à l'équipage que son expédition avait remporté le prix de 5 000 livres sterling. Ce prix, ainsi qu'un second de 20 000 livres, avait été promis par l'Amirauté à ceux qui trouveraient le passage du Nord-Ouest. Cependant, à ce moment-là, ils ne l'avaient encore découvert. Ils hivernèrent sur l'île Melville et l'année suivante tentèrent une nouvelle fois de progresser vers l'ouest, mais se heurtèrent aux glaces. Parry fut contraint de retourner en Angleterre, et ce qui est surprenant, c'est qu'il rentra extrêmement vite. En un temps remarquablement court, en seulement 6 jours, il réussit à parcourir la distance de l'île Melville au détroit de Lancaster. Et le 30 octobre 1820, il était déjà en Angleterre où il fut accueilli comme un héros national. Pour l'époque, c'était en effet un grand succès.
Avec un seul hivernage, sans navire perdu et presque sans perte d'équipage, il avait cartographié une immense partie de l'Arctique. De plus, l'expédition avait recueilli un riche matériel scientifique en zoologie, en botanique, et avait effectué de nombreuses observations en astronomie, météorologie, magnétologie et hydrographie. C'était une expédition très bien préparée et organisée. La gestion du travail et des loisirs pendant l'hivernage, tout était structuré selon un plan clair. Le médecin de bord veillait à la santé de l'équipage et pendant toute la navigation, un seul marin ne survécut pas. Un résultat tout simplement incroyable pour les voyages en mer de cette époque, où les marins ne survivaient pas en grand nombre scorbut à la tuberculose, à la malnutrition et aux maladies. Mais je rappelle qu'au même moment se déroulait l'expédition polaire terrestre sous la direction de Sir John Franklin. Et là, les choses se passaient tout autrement. Il faut dire que, pour l'époque, une expédition polaire était comparable à une sortie dans l'espace, tant en termes de coûts, de connaissances, ou plutôt de leur absence, que de temps de préparation. Cependant, l'amirauté, déjà échaudée par plusieurs entreprises ratées, n'était plus aussi généreuse. Premièrement, John Franklin se vit attribuer une équipe minuscule. Elle comprenait le médecin naturaliste et commandant en second John Richardson, 2 aspirants de marine, George Back et Robert Hood, qui avaient déjà navigué avec Franklin dans l'Arctique en 1818, ainsi que le marin John Hepburn. Avec Franklin, cela faisait seulement 5 personnes. Le reste de l'équipe devait être recruté sur place parmi les Indiens locaux, les Métis et les voyageurs qui chassaient les fourrures au Canada. Le plan de l'expédition lui-même était également très vague. Franklin devait avancer par voie terrestre jusqu'au Grand Lac des Esclaves et de là descendre le long de la rivière Coppermine jusqu'à la côte. Une fois sur la côte, il devait se diriger vers l'est en direction de Ripples Bay pour rejoindre les navires de Parry. Cependant, Franklin avait aussi le choix. Aller vers l'ouest et cartographier le littoral entre les rivières Coppermine et Mackenzie, ou même se diriger vers le nord, vers des mers jusqu'alors inexplorées. En gros, l'amirauté disait à Franklin « Allez on ne sait où pour trouver on ne sait quoi ». Il est compréhensible qu'il soit difficile de planifier une expédition quand on a une tache blanche sur la carte et qu'on ne sait pas ce qui attend les voyageurs. En fait, Franklin obtint une liberté totale dans le choix de l'itinéraire et la gestion de l'expédition. Le 23 mai 1819, l'expédition quitta l'Angleterre et se dirigea vers la baie d'Hudson. Le 30 août, les voyageurs arrivèrent à la factorerie de York. Dans cette factorerie, on traitait, vendait et achetait des fourrures. Les instructions reçues à Londres prescrivaient d'utiliser, si possible, une goélette pour remonter vers le nord. Mais cela s'avéra impossible. Premièrement, un tel navire n'existait tout simplement pas. Deuxièmement, si l'expédition avait pris cette route directement vers le nord, elle n'aurait pas pu recruter de chasseurs et de guides en raison de leur absence sur cette côte. Il fut donc décidé de passer par le fort Cumberland House et une chaîne d'autres postes de la compagnie jusqu'au Grand Lac des Esclaves. L'expédition prit à la factorerie une grande barque à voile et à rames et remonta la rivière Aise. Mais là encore, un capitaine de la marine n'était manifestement pas préparé à ce genre de navigation. La rivière était tumultueuse, avec des rapides et un fort courant. Après seulement 6 milles de la factorerie de York, ils durent abandonner les rames et tirer le bateau à l'aide de cordes depuis la rive. Et devant eux, il y avait encore 10 rivières et 9 lacs à traverser, et il fallait souvent porter toute la cargaison sur leur dos, y compris les bateaux eux-mêmes. Ils mirent plus d'1 mois pour atteindre Cumberland House, et par miracle, y arrivèrent avant le début du froid. Lorsque l'expédition arriva au fort, l'hiver s'installa, et ils furent contraints d'y hiverner. Ils prévoyaient de consacrer ce temps à l'étude de la région et au recrutement de guides. Il faut comprendre que le fort Cumberland House n'est pas du tout ce que l'on imagine en entendant le mot fort. Personnellement, je m'imagine une forteresse entourée d'une palissade de rondins avec plusieurs bâtiments. Non, le fort Cumberland House était une simple isba en rondins,
C'était une cabane en bois où vivaient les voyageurs qui chassaient les animaux à fourrure ou achetaient des peaux aux Indiens locaux et les transportaient vers le continent, recevant de l'argent en retour. Dans cette cabane en rondin vivaient 30 employés de la compagnie de la baie d'Hudson. C'était une sorte de centre où affluaient les marchands de fourrure de toute la région. Le plus souvent, les voyageurs se déplaçaient entre les villages indiens, leur achetant des peaux pour une bouchée de pain avant de retourner au fort avec leur cargaison. C'était un mini-État avec ses propres lois internes et même des prix fixes. Ainsi, un simple couteau de chasse coûtait 1 peau de castor, une couverture de laine 8 peaux de castor et un fusil 15. Une autre méthode pour évaluer un fusil de 5 $ consistait à empiler sur son canon autant de peaux précieuses que possible. La compagnie de commerce importait activement de l'alcool, pour lequel les habitants locaux qui n'avaient aucune immunité à l'alcool étaient prêts à tout donner et même à devenir esclaves. Ce n'étaient pas les héros les plus positifs, profitant en fait de la population autochtone. Franklin raconte dans ses journaux qu'il n'était pas rare que les agents itinérants prennent pour épouse celles qui étaient bien trop jeunes, et que la direction fermait les yeux. John Franklin s'indigne vivement de telles pratiques dans ses écrits. Cependant, c'est avec ces mêmes personnes qu'il devra travailler par la suite, car elles seules connaissaient la région et pouvaient voyager à l'intérieur des terres en tant que guides. Ce premier hivernage fut très rude. Les vivres manquaient au fort, d'autant plus que de nouvelles bouches à nourrir, qui ne savaient ni chasser ni trouver leur propre nourriture, s'étaient ajoutées. De plus, le gibier avait migré vers le sud et la famine s'installa. Des Indiens locaux, arrivés un jour, racontèrent que le gibier était devenu si rare que certaines de leurs familles avaient dû recourir au cannibalisme pour survivre. Le 8 janvier 1820, John Franklin quitte le fort et se met en route, accompagné de Back et Hepburn, vers le fort Carlton House. Franklin avait ensuite l'intention de se rendre au fort Chipewyan, situé à 215 milles du fort Carlton House. Il mit 2 mois entiers pour ce trajet, et ce ne fut manifestement pas un voyage facile. Dans leurs journaux, ils écrivent que le thé se transformait en glace avant qu'ils n'aient pu le porter à leur bouche, et que le mercure des thermomètres avait gelé. Pendant ce temps, les voyageurs disposaient d'un équipement très sommaire et ne se couvraient la nuit que de fines couvertures de laine. Le fait qu'ils soient arrivés sans perte est en grande partie dû aux guides locaux qui leur ont enseigné les techniques de survie minimales et, comme ils le rappellent dans leurs écrits, les forcer la nuit à s'enfouir dans la neige pour ne pas geler. Plus tard, Franklin écrira dans son journal « Cette marche fut un mélange de circonstances favorables et défavorables. Si l'on pèse leur somme, je soupçonne que les dernières l'emporteront considérablement. » Au fort Chipewyan, Franklin passa encore environ 4 mois, attendant l'arrivée de Richardson et Hood. Avec eux, le 18 juillet, il se dirigea vers les rives de la mer, prévoyant d'atteindre l'endroit où la rivière Coppermine s'y jette. Ils réussirent à recruter une équipe de 16 voyageurs qui, en plus de servir de guides et de porteurs, devaient également chasser pour approvisionner l'expédition en gibier. Cependant, ce n'étaient pas les meilleurs hommes, et comme l'écrit Franklin, ils ne correspondaient pas à ces critères initiaux. Cela s'est produit parce que la plupart des voyageurs avaient tout simplement refusé de les aider. Pour commencer, il convient de comprendre qui sont ces voyageurs. Ils chassaient les animaux à fourrure, traitaient les peaux et achetaient également des peaux à la population locale, c'est-à-dire aux Indiens, pour les revendre à la compagnie de commerce. En fait, c'étaient des employés des compagnies de commerce, des chasseurs d'animaux à fourrure. À cette époque, 2 grandes compagnies de commerce opéraient au Canada, la Compagnie de la baie d'Hudson et la Compagnie du Nord-Ouest. Toutes 2 se consacraient à la traite des fourrures et étaient des concurrentes directes. La concurrence dégénérait souvent en affrontements armés. La plupart des voyageurs avaient tout simplement peur de s'éloigner de leur fort. Ils risquaient de se prendre une balle venue de nulle part. Par conséquent, il n'y avait peu de volontaires pour de si grandes expéditions. De plus, les voyageurs gagnaient bien leur vie et étaient loin d'être pauvres. John Franklin n'avait pratiquement rien pour les attirer dans une expédition aussi longue et dangereuse, et ce sont les pires d'entre eux qui s'y sont engagés.
L'expédition avait quitté l'Angleterre depuis 14 mois déjà, mais elle piétinait toujours, n'avait rien découvert et n'avait atteint aucun de ses objectifs. Comme le fort chippewayien souffrait également de la faim, on ne put leur fournir des provisions que pour une seule journée de voyage. Embarquée dans 3 canots, l'expédition descendit rapidement la rivière jusqu'au grand lac des Esclaves et 10 jours plus tard, le groupe atteignit le fort Providence, situé sur la rive nord-ouest de ce lac. Arrivé au fort Providence, l'expédition rencontra des personnes d'une importance capitale pour elle, le chef indien nommé Akaicho et l'agent de la compagnie de commerce Wenzel, qui joua également un rôle non négligeable dans cette histoire. Akaicho, dont le nom se traduit par « grand pied », était le chef de la tribu des couteaux jaunes, Yellowknife. On les appelait aussi parfois les Indiens du cuivre. C'est une tribu très intéressante, l'une des rares tribus autochtones d'Amérique à savoir travailler le métal, et plus précisément le cuivre, comme on peut le deviner d'après leur nom. La Compagnie du Nord-Ouest insistait pour qu'Akeicho serve de guide et de chasseur à l'expédition. Dans le cadre solennel d'une réception officielle, Akeicho se comporta avec une grande dignité. On lui servit de l'alcool avec de l'eau, et John Franklin se mit à vanter les bienfaits que le passage du Nord-Ouest apporterait à sa tribu, le persuadant de devenir leur guide. Ce à quoi le chef le déconcerta par une simple question. Si le passage est si important pour le commerce, pourquoi n'a-t-il pas été découvert plus tôt? En passant, Akeicho déplora que la rumeur qui avait précédé l'expédition, selon laquelle un grand chaman capable de ressusciter ceux qui n'étaient plus voyageait avec eux, se soit avérée fausse. Il dit « Je me réjouissais déjà à l'idée de revoir mes parents disparus. Maintenant, j'ai l'impression qu'on me les a enlevés une seconde fois. » Cependant, Franklin et Akeicho parvinrent finalement à un accord. Franklin lui promit une grande quantité d'armes, de poudre, de tissus, de tabac et d'autres fournitures. Mais le plus important, c'est qu'il promit d'annuler les dettes des Indiens envers les compagnies de fourrure, dettes qui avaient réduit beaucoup d'entre eux en esclavage. Le résultat des négociations fut que le chef et ses hommes étaient prêts à servir de chasseurs et de guides pendant la descente de Franklin le long de la rivière Coppermine et à stocker des provisions pour son retour. Dans cet apport, les Indiens stipulèrent également qu'ils ne devaient pas mettre les pieds sur les terres des Esquimaux, qui se trouvaient au nord de la rivière. Une guerre opposait les Esquimaux et les Indiens couteaux jaunes. Mais il ne faut pas croire que l'expédition était partout accueillie à bras ouverts. Loin de là. Les journaux ne conservent que peu d'informations, mais des bribes permettent de supposer que Franklin, habitué à la haute société de Londres ou, au pire, à des marins et des officiers qui lui obéissaient sans discuter, ne s'attendait pas à un accueil aussi froid de la part des rudes trappeurs, qui se sentaient eux-mêmes comme des rois dans ces contrées. Et pour eux, l'expédition n'était qu'un groupe d'aristocrates maniérés. À l'automne 1820, l'un des officiers, George Back, fut envoyé au poste du lac Athabasca pour y chercher des provisions. Là, il rencontra le chef local, George Simpson, et lui demanda de la nourriture pour l'expédition, ce que ce dernier refusa en fait, disant que leurs besoins étaient secondaires par rapport à ses propres difficultés. De plus, Simpson, qui appartenait à la compagnie de la baie d'Hudson, s'indignait des bonnes relations des explorateurs avec la compagnie du Nord-Ouest. Comme nous l'avons déjà dit, une concurrence féroce régnait entre les marchands de fourrure, dégénérant parfois en affrontements armés. Dans son journal, George Simpson couvre Franklin d'injures, bien qu'il ne l'ait jamais rencontré personnellement. Avec la compagnie du Nord-Ouest, avec laquelle selon Simpson Franklin était ami, tout n'était pas rose non plus. Leur représentant au Fort Providence, Nicolas Wenzel, envenimait les choses en répandant des rumeurs selon lesquelles les explorateurs n'étaient que de pauvres diables dont le but était de se procurer de la nourriture qu'ils ne pourraient jamais payer. Et comme cette expédition errait effectivement au Canada depuis un certain temps sans grand succès, se nourrissant aux dépens des forts locaux, ces rumeurs étaient volontiers crues. Ainsi, par exemple, lorsque les caribous revinrent au printemps,
Le chef Akaicho refusa de les chasser jusqu'à ce que Franklin, après de longs efforts, le persuade qu'il serait bien payé pour ses services dès que les fournitures pour l'expédition seraient livrées à la factory de York. Cependant, le temps pour préparer la viande était déjà passé et peu de provisions furent stockées. Mais revenons à l'expédition. Les voyageurs, accompagnés des Indiens, se mettent en route. Cette saison, Franklin espérait atteindre la rivière Coppermine ou même la mer. Il passa donc le reste de l'été à marcher vers le nord. Les Indiens approvisionnaient l'expédition en viande fraîche, mais la chasse n'était pas toujours fructueuse et les compagnons de Franklin devaient souvent souffrir de la faim. Aucun d'entre eux n'avait l'expérience de la chasse nécessaire pour de tels voyages, et l'approvisionnement en nourriture de l'expédition dépendait donc entièrement des Indiens. D'autant plus que la compagnie de la baie d'Hudson avait en fait refusé à Franklin les vivres sur lesquels il comptait tant. Ce fut une traversée très difficile. Des hommes perpétuellement affamés étaient contraints de contourner constamment les rapides et de transporter les bateaux par-dessus les cols de montagne, puis de revenir 4 ou 5 fois pour transporter les caisses de marchandises. Il faut comprendre que les officiers de marine de cette époque avaient des notions très particulières du travail d'équipe. Dans la marine, les châtiments corporels étaient monnaie courante et un officier était un dieu pour un marin. Seulement, Franklin n'était pas parmi des marins. Il était parmi des voyageurs qui se considéraient comme des hommes tout à fait libres. De plus, il n'aimait pas les citadins, surtout ceux qui avaient tendance à leur donner des ordres. Finalement, une mutinerie couve dans l'équipe. Franklin menace d'utiliser les châtiments corporels et la situation se calme pour un temps. Il est peu probable que les voyageurs aient eu vraiment peur. Ils ont plutôt, après avoir évalué les conséquences, décidé de ne pas entrer en conflit ouvert, ce qui aurait pu en effet les mener à la potence. Quoi qu'il en soit, le 20 août, l'expédition décide de s'installer pour l'hiver. Ils ont atteint un lac que les Indiens jugeaient approprié à cette fin. Cependant, John Franklin n'a toujours pas atteint la rivière Coppermine qu'il désirait tant. Il propose au chef Akaicho, conformément à leur accord, de le suivre avec un équipement léger jusqu'à cette rivière et plus loin jusqu'à l'océan Arctique. Le chef indien refuse d'accompagner les Anglais, affirmant que c'est un suicide pur et simple. Franklin soutient qu'il ne tient pas sa promesse. Akaicho répond que, premièrement, l'hiver sera exceptionnellement précoce cette année, comme en témoignent plusieurs signes indubitables, et deuxièmement, il ne s'attendait pas à ce que l'expédition avance si lentement. Et en effet, les Indiens qui se déplaçaient légèrement et transportaient leurs canots d'une rivière à l'autre devaient attendre longtemps que les Blancs traînent leurs lourdes caisses et leurs ballots. Finalement, John Franklin fut contraint d'accepter la proposition du chef indien et de s'arrêter pour l'hiver sur les bords d'un lac, où il construisit quelques cabanes et nomma l'endroit Fort Enterprise. Mais de toute évidence, la rivière Coppermine attirait beaucoup Franklin, et dès que les principaux travaux au fort furent terminés, le 9 septembre, il partit à pied vers cette rivière, accompagné de Richardson, Hepburn et quelques Indiens. La route s'avéra difficile, car le terrain était très accidenté, le vent soufflait fort et il neigeait. S'arrêtant pour la nuit, les voyageurs se réchauffaient longuement près du feu avant de s'endormir. Ils s'étonnaient des Indiens qui, avant de dormir, enlevaient tous leurs vêtements, puis, après s'être un peu réchauffés près du feu, s'enveloppaient dedans et s'endormaient instantanément. Quelques jours plus tard, John Franklin atteint enfin la rivière tant convoitée, qui porte ses eaux vers l'océan Arctique. Il s'avéra que dans la zone du chenal, la rivière était profonde et qu'il y avait beaucoup de pins tout autour. Ces deux circonstances furent très agréables pour les voyageurs qui comptaient descendre cette rivière jusqu'à la mer l'année suivante. Ayant terminé sa reconnaissance, Franklin fit rapidement demi-tour car toutes les provisions avaient été consommées jusqu'à la dernière miette. Le lieutenant Franklin retourna au fort le 15 septembre et l'expédition s'installa pour l'hiver. Ici, on peut peut-être dresser un bilan intermédiaire. Pendant l'été 1820, l'expédition de Franklin a parcouru un peu plus de 1000 kilomètres. C'est catastrophiquement peu. Ils ont pratiquement piétiné, n'ont rien découvert et en fait n'ont pas justifié les fonds dépensés pour l'expédition.
L'hivernage au fort Enterprise fut le pire qui soit. Les messagers envoyés chercher des provisions auprès des compagnies de commerce revenaient les mains vides. Chaque compagnie préférait que les malheureux voyageurs soient nourris par leurs concurrents. Finalement, seuls les Indiens dirigés par Akaicho se procuraient de la nourriture. Mais le gibier était rare en raison du grand froid. Les caribous avaient migré vers le sud. Et bien que les Indiens aient rapporté 550 kg de viande au total, en raison des efforts physiques intenses, la nourriture manquait toujours. Finalement, lorsque l'expédition fut au bord de la famine, George Back fut renvoyé au fort Providence pour inciter la compagnie de commerce à agir, d'une manière ou d'une autre, et à trouver des provisions. Utilisant souvent une seule couverture pour s'abriter et par une température de moins 55 degrés Celsius, il revint, comme l'écrit Franklin, avec des fournitures pour satisfaire les besoins les plus urgents de l'expédition. Lorsque George Back revint de son très difficile périple hivernal, il raconta que sur les 10 caisses que la compagnie de la baie d'Hudson envoyait pour l'expédition, 5 avaient été illégalement retenues en chemin. Pour le dire plus simplement, la moitié des précieuses marchandises destinées à l'expédition avaient été volées. La faim, les conflits et par conséquent les troubles reprirent. Les voyageurs, menés par 2 interprètes, Pierre Saint-Germain et Jean-Baptiste Adam, se révoltèrent à nouveau. Cette fois, les menaces du lieutenant Franklin n'eurent aucun effet. Saint-Germain et Adam affirmaient que rester à cet endroit était une issue fatale certaine et que la menace d'exécution pour mutinerie ne pouvait que les faire rire. Un des locaux, Willard Wenzel, représentant de la Compagnie du Nord-Ouest, parvint finalement à rétablir une trêve précaire. Observant ces événements, le chef indien Akaicho comprit également que si, parmi les Blancs, tous n'obéissaient pas sans condition à la volonté du chef de l'expédition, lui aussi, en tant que chef d'une grande tribu indienne, devait se comporter avec plus d'indépendance. En conséquence, les cas de malentendus lors des négociations entre les Indiens et l'expédition se multiplièrent. Mais les Anglais, qui, dans une situation aussi difficile, auraient dû se serrer les coudes et rester unis, ajoutaient également des problèmes. Le chef Akaicho accompagnait l'expédition avec un grand détachement de sa tribu. Pendant que les hommes chassaient, les femmes préparaient la nourriture et cousaient des vêtements pour l'expédition. En fait, John Franklin était accompagné d'une petite tribu indienne. Parmi ces gens se trouvait une jeune personne nommée Bavère. C'est elle qui devint la pomme de discorde parmi les Anglais. 2 aspirants de marine, George Back et Robert Hood, se sentirent attirés par elle en même temps. Et le résultat de ce triangle, comme il se doit chez les officiers anglais de l'époque, fut un duel. Ils décidèrent de se battre en duel. Cependant, ce duel fut annulé. Le marin John Hepburn avait déchargé leur fusil à l'avance. Puis, pour éviter tout problème, Back fut envoyé au fort Chipewyan, une marche de 1100 milles, pour chercher des provisions. Pendant ce temps, Hood devint le père d'un enfant. L'expédition passa 10 longs et affamés mois au fort Enterprise. Et là, une question se pose. Pourquoi John Franklin, voyant toute la situation, la faim, les mutineries, le mauvais approvisionnement, les conflits, ne met-il pas fin à l'expédition et ne fait-il pas demi-tour? Il aurait pu, après quelques traversées difficiles, mais avec une forte probabilité de rentrer sans perte, rejoindre des gens, monter sur un navire et se retrouver bientôt en Angleterre. Cette question caractérise très bien Franklin et constitue une sorte de prémisse à la tragédie ultérieure de l'Érébus et du Terror. Oui, à Londres, on ne lui avait pas donné d'instructions sur le moment où il pouvait interrompre l'expédition. Cependant, cela n'a pas empêché John Ross de faire demi-tour et de se sentir plutôt bien par la suite en Angleterre. Mais John Franklin ne prend pas de telles décisions. D'autant plus que, comme nous nous en souvenons, lorsqu'il est parti pour cette expédition, il a vivement critiqué ce même Ross qui aurait eu peur et n'aurait pas atteint son but de justesse.
C'est grâce à cela et à ses promesses d'avancer courageusement jusqu'au bout qu'il a obtenu le poste de chef d'une si grande expédition. Après toutes ces promesses, revenir en Angleterre après n'avoir parcouru que quelques centaines de kilomètres dans une région déjà relativement connue, sans rien avoir découvert, risquait de signifier la fin de sa carrière et la perte de son honneur. Et l'institution de l'honneur et de la réputation en Angleterre à cette époque était très importante. Pour un gentleman, la perte de l'honneur et de la réputation était souvent pire que la perte de la vie. Mais revenons à la description de la vie dans le camp d'hiver de Franklin pendant l'hiver 1820-1821. Voici ce qu'il écrit dans son journal. « Notre nourriture se composait presque exclusivement de viande de caribou. À cela s'ajoutait du poisson 2 fois par semaine et très rarement un peu de farine. Il n'y avait aucun légume. Le dimanche, nous buvions une tasse de chocolat le matin, mais notre principal régal était le thé, que nous buvions 2 fois par jour. Avec de la graisse de caribou et des bandes de tissu arrachées à nos chemises, nous avons appris à faire des bougies, et Hepburn a appris à faire du savon, avec un mélange de graisse, de cendre et de sel. Le grand froid nous a causé beaucoup de pertes. Les arbres étaient gelés à cœur, et il devenait très difficile de les abattre, ce qui a entraîné la casse de plusieurs haches. Finalement, il n'est resté qu'une seule hache. Il a fallu la donner à notre charpentier, qui a réussi à la conserver en bon état jusqu'au retour de nos hommes du fort, qui nous ont apporté des haches de rechange. À la mi-janvier, un détachement de porteurs envoyé au fort Providence pour y chercher des vivres et des fournitures de chasse est revenu. À la fin de ce mois, 2 Esquimaux nommés Augustus et Junius sont arrivés au camp de l'expédition, accompagnés de Wenzel. L'un d'eux, nommé Augustus, parlait anglais. Ses services, non seulement comme interprète, mais aussi comme chasseur et membre dévoué de l'expédition, furent inestimables. Tous attendaient l'arrivée du printemps et le retour des caribous, mais ni en mars ni en avril, cela ne se produisit. Les Indiens rapportaient de moins en moins de gibier. Une véritable famine s'installa au fort, même parmi les Indiens. Fin avril, la situation alimentaire devint presque insupportable. Mais heureusement, à ce moment-là, l'Esquimau Augustus revint, lui qui avait accompagné le chef Akaicho dans sa chasse d'hiver. L'Esquimau arriva avec une cargaison de viande et dit que la chasse avait été couronnée de succès. Les Indiens avaient de grandes réserves, ce qui signifiait que l'expédition était sauvée. En mai, il se mit à faire beaucoup plus chaud et John Franklin commença à s'inquiéter de ne pas manquer le meilleur moment pour continuer le voyage. Le 21 mai, on apprit au fort Enterprise que le chef indien Akaicho se dirigeait vers eux pour, conformément à sa promesse, accompagner l'expédition sur son chemin vers la mer. Mais il est évident que les rumeurs selon lesquelles John et tous ses hommes n'étaient que des vauriens incapables de payer pour les services qu'on leur rendait atteignaient leur but. Akaicho commence à dissuader Franklin de se rendre à la mer, disant qu'il y perdra la vie. Mais le lieutenant réussit à nouveau à le convaincre. Franklin régla également la question de la participation de Wenzel à la marche. Il fut décidé qu'après son arrivée sur la côte, il quitterait l'expédition et reviendrait avec les Indiens. Il fut chargé, après s'être séparé de l'expédition, d'établir des dépôts de nourriture à des points précis. Le 4 juillet 1821, l'expédition reprit enfin sa route. Il était évident que les réserves de nourriture préparées pour cette expédition étaient nettement insuffisantes. Mais Franklin croyait encore qu'il pourrait se procurer de la nourriture en chassant ou en l'achetant aux Inuits. Sur cet itinéraire, il comptait explorer les zones à l'est de l'embouchure de la rivière Coppermine, dans l'espoir de rencontrer les navires de Paris ou d'atteindre Ripples Bay, où il espérait reconstituer ses réserves auprès des Esquimaux locaux et retourner à la factorerie de York par la baie d'Hudson. Si Paris ne pouvait pas arriver, ou si, pour une raison quelconque, le groupe de Franklin n'atteignait pas Ripples Bay, il devrait changer d'itinéraire et, si possible, retourner au fort Enterprise par les terres arides et inexplorées à l'est de la rivière.
Il fallut plus d'un mois avant que l'expédition n'atteigne l'embouchure de la Coppermine. Ils avançaient de nouveau trop lentement. Les Anglais commencèrent à douter des Indiens et du fait qu'ils savaient où ils allaient. Sur leur chemin, ils commencèrent à rencontrer de plus en plus de groupes d'Esquimaux. En voyant l'expédition, ils s'enfuyaient aussitôt. Un jour, un détachement de porteurs tomba sur une famille d'Esquimaux et les prit par surprise. Les femmes s'enfuirent immédiatement, tandis que les hommes se mirent à suivre l'expédition à une certaine distance, faisant d'étranges mouvements brusques avec leurs mains et leur corps. Un Esquimau traîna un peu et Augustus se précipita vers lui pour s'expliquer. Celui-ci, convaincu que sa dernière heure était venue, lança sa lance sur son ennemi. Augustus para facilement le coup impuissant et s'adressa à lui en langue esquimaude. Ils réussirent à se comprendre malgré leurs dialectes différents. Il s'appelait Terrigok, ce qui signifie « renard blanc ». Il donna beaucoup d'informations utiles sur la région et les endroits où l'on pouvait trouver du gibier. Les groupes d'Esquimaux devinrent de plus en plus nombreux et commencèrent à inquiéter les Indiens. Je rappelle qu'ils étaient à ce moment-là en état de guerre avec les Esquimaux, et ce, sur leur territoire. Le chef Akaicho commence à comprendre qu'il va maintenant conduire Franklin jusqu'à la mer, que ce dernier montera sur ses navires et partira, et que lui, avec sa tribu, devra revenir par les terres des Esquimaux qui les attaqueront très probablement. C'est pourquoi Akaicho dit à Franklin qu'il le laissera à 10 km de la mer et partira, promettant de chasser du gibier sur le chemin du retour et d'établir des dépôts de nourriture. Le lieutenant Franklin ne le retint pas. Il accordait une grande importance à l'établissement de bonnes relations avec les Esquimaux et attendait avec impatience de les rencontrer. Et les Indiens, à ce moment-là, l'avaient apparemment déjà déçu. Ils s'attendaient à ce qu'ils soient de meilleurs chasseurs, de meilleurs guides, et qu'il n'y ait pas autant de problèmes avec eux. C'est pourquoi il laissa partir Akaicho sans grande objection, espérant que maintenant, il rencontrerait les Esquimaux, leur achèterait beaucoup de nourriture, recruterait des guides et que son expédition se déroulerait alors comme il se doit. Lorsque les huttes des Esquimaux et leurs habitants devinrent plus fréquents, Franklin tenta de les contacter. Dans ce but, Augustus et Junius, vêtus de leurs costumes nationaux, se rendirent sur le rivage. Craignant à juste titre que les Esquimaux puissent avoir peur de rencontrer leurs ennemis indiens, Franklin leur ordonna de se tenir à l'écart. Mais Akaicho ne voulait en aucun cas rester seul avec son petit détachement, par peur d'une attaque. On parvint avec difficulté à convaincre Akaicho de s'éloigner au moins un peu et de ne pas manifester une curiosité excessive. Les interprètes s'absentèrent plusieurs jours. Les Anglais pensaient déjà qu'ils avaient très probablement perdu la vie. Cependant, à leur retour, ils annoncèrent qu'ils avaient réussi, avec beaucoup de difficultés, à s'entendre avec les habitants locaux pour échanger des produits alimentaires contre divers objets utiles dont disposait l'expédition. Mais ces négociations échouèrent par la faute de l'expédition elle-même. Il s'avéra que plusieurs personnes observaient les Esquimaux depuis derrière une colline. Remarquant qu'on les observait en cachette, les indigènes firent aussitôt demi-tour, détruisirent leurs huttes en signe d'état de guerre et s'en allèrent. Ainsi, l'expédition se retrouva de nouveau sans provisions et sans les guides qu'elle comptait recruter parmi les Esquimaux. Lorsqu'ils fouillèrent le campement des Esquimaux, ils ne trouvèrent que du poisson pourri, de la viande séchée de souris et de petits oiseaux. Il était évident que les Inuits eux-mêmes souffraient aussi de la faim. Cependant, malgré tous les malheurs, le 14 juillet, l'expédition aperçoit enfin l'océan Arctique. C'était déjà un résultat. Après Mackenzie et Hearn, ils étaient les premiers Européens à atteindre l'océan Arctique depuis la côte continentale. Comme convenu, les Indiens quittent l'expédition. Wenzel part avec eux. En guise d'adieu, Franklin leur demande de construire des dépôts de provisions en chemin et surtout de préparer suffisamment de viande séchée au fort Enterprise, car s'il ne pouvait pas atteindre son but, il devrait revenir par des terres arides et probablement souffrir de la faim. En guise d'adieu, Franklin répéta plusieurs fois que leur survie dépendrait directement de la disponibilité de nourriture au fort. Car si elle n'y était pas, les conséquences de la famine les attendaient. Il restait 20 personnes dans l'expédition, 15 voyageurs locaux et seulement 5 Britanniques.
Ils devaient maintenant naviguer en mer, ce qui suscitait à nouveau l'inquiétude des voyageurs canadiens, habitués aux rivières. Cependant, on réussit à nouveau à les convaincre. Ils montent finalement dans 3 canots et commencent à se déplacer vers l'est. Voici ce que Franklin écrit dans son journal. « Nous avons ramé toute la journée, nous dirigeant vers l'est le long de la côte, naviguant entre elles et une rangée continue d'îles de glace. Nous avons vu très peu de glace, seulement au nord on apercevait un ciel de glace. Nous avons remarqué par l'écume sur l'eau qu'il y avait un courant entre les îles, mais nous n'avons pas pu déterminer sa direction. Un jour, nous avons réussi à tuer un caribou très gras, comme nous n'en avions pas vu depuis de nombreux mois. Le soir de ce jour, nous étions d'une humeur extrêmement joyeuse. Nous étions rassasiés et de plus, l'orientation de la côte vers l'est et l'absence de glace nous promettaient de bonnes perspectives. Le 2 août, nous sommes montés dans les bateaux et avons navigué avec une légère brise favorable à la voile, le long de la côte pendant 11 heures entières. Plus loin, la côte était très rocheuse et tournait brusquement vers le nord, formant un cap escarpé. Beaucoup de glace flottante s'y était accumulée et l'on pouvait craindre qu'elle nous bloque le passage. Cependant, nous avons tout de même pris le risque. Profitant du temps calme, nous nous sommes faufilés à travers les canaux étroits entre les blocs de glace et avons continué notre route en toute sécurité. Mais il est évident que les nouvelles découvertes géographiques n'attiraient plus beaucoup les voyageurs. Ils étaient fatigués, vivaient au bord de la famine depuis plusieurs années et avaient des problèmes de réputation. Bref, leur morale était au plus bas. Un beau jour, le lieutenant Franklin découvre qu'il est tout simplement impossible de continuer à naviguer en canot. Ils étaient en mauvais état et la première vague les briserait. Il soupçonne qu'il s'agissait d'un sabotage de la part des voyageurs, qui auraient délibérément endommagé les bateaux pour faire demi-tour, terminer l'expédition et enfin recevoir leur argent. Le 22 août 1821, ils font une halte sur un cap de la péninsule de Kent. Franklin craint que l'état des canaux, la mer agitée et la migration hivernale des caribous, déjà commencée, rendent impossible le retour à la rivière Coppermine. Cela signifie qu'ils devront se rendre à la rivière Hood par des terres arides et de là rejoindre le fort Enterprise. Voici ce que le lieutenant a noté dans son journal. Les vents forts auxquels nous avons eu affaire ces derniers jours m'ont rappelé l'arrivée imminente de l'hiver, que nous ne pouvions pas affronter dans cette région dépourvue de tout combustible. Nos réserves de nourriture se composaient d'une ration de 3 jours de pemmican. Nous ne pouvions espérer les reconstituer de nulle part, car sur la côte plate où nous nous trouvions, il n'y avait aucune possibilité de s'approcher du gibier. Il nous est apparu clairement que nous ne pouvions plus continuer à nous éloigner des postes de traite, nous exposant à un danger encore plus grand. L'expédition se trouvait dans une situation très difficile. Les réserves de nourriture s'épuisaient rapidement. Parfois, ils devaient déjà ouvrir des boîtes de pemmican qu'ils gardaient comme réserve de secours pour le voyage de retour. Bien sûr, ils réussissaient parfois à abattre un caribou ou même un ours brun. Ils essayaient de pêcher, mais tout cela n'apportait pas beaucoup de succès, et les hommes étaient constamment affamés. La principale source de nourriture dans ces régions est le caribou, qui à cette époque avait déjà commencé sa migration hivernale vers le sud. Voici une note du journal de Franklin, datée du 28 août. Après avoir déjeuné, il ne nous restait que 2 sacs de pemmican, pour une seule fois encore, et un peu de viande séchée. Nos hommes commencent à s'inquiéter de se retrouver complètement sans nourriture, car les caribous quitteront la côte dans quelques jours. Mais alors que nous montions dans les bateaux, un gros ours est apparu sur la rive opposée, que nous avons heureusement réussi à abattre. À la vue de sa viande grasse, toute l'inquiétude des hommes a disparu pour un court instant. Tant bien que mal, le 25 septembre, le groupe atteint enfin l'embouchure de la rivière Hood et la remonte jusqu'au premier rapide. Le plan de Franklin était de démonter les grands canaux de mer et d'en assembler de petits bateaux légers et agiles, faciles à transporter entre les rivières, et de remonter ces rivières jusqu'au fort Enterprise. Le lieutenant John Franklin prévoit de voyager léger. C'est pourquoi, à cet endroit,
Ils laissent également tout le matériel superflu, le plaçant bien en vue dans l'espoir que les Esquimaux le trouvent et soient mieux disposés envers les Blancs la prochaine fois. Dans les premiers jours de septembre, le gel a commencé et la neige est tombée. De fortes tempêtes poussaient des montagnes de neige vers les voyageurs fatigués, les forçant à de fréquents arrêts et repos. Il était impossible de trouver du combustible pour les feux. Les hommes devaient s'allonger directement sur le sol, se couvrir de leur couverture et dormir. Ils finissent la dernière portion de pemmican et seule la faim les attend. Des hommes exténués tombent au moindre coup de vent et perdent souvent connaissance. Je rappelle qu'ils ne devaient pas seulement naviguer en bateau, mais aussi souvent transporter des charges assez imposantes, y compris les bateaux eux-mêmes entre les rivières. Le plus difficile était de porter les 2 canots, qui tombaient constamment par terre. Finalement, l'un d'eux s'est complètement brisé et a été utilisé pour faire un feu sur lequel on a fait cuire les restes de viande. Le porteur qui a brisé ce canot avait dit à plusieurs reprises que dès que son tour viendrait de porter l'embarcation, il la jetterait certainement par terre et la rendrait inutilisable. Apparemment, il a vraiment mis son intention à exécution. Le plus caractéristique, c'est que cet incident a plutôt réjoui les autres porteurs, bien qu'ils sachent tous parfaitement combien il était nécessaire d'avoir précisément 2 embarcations, car il aurait pu facilement arriver que l'expédition doive se diviser en 2 groupes pour trouver plus facilement de la nourriture dans la toundra couverte de neige. On peut aussi comprendre les voyageurs. Chacun d'eux portait une charge énorme, en moyenne 40 kg, alors qu'on leur avait promis, lors de la signature de leur contrat, 3,5 kg de viande par jour, qu'ils ne recevaient pas, c'est le moins que l'on puisse dire. Ils étaient très mécontents. Voici ce que Richardson écrivait dans son journal. « Ils sont devenus téméraires et n'obéissent absolument plus aux ordres des officiers. Ils jettent secrètement une partie de la cargaison, parfois même des objets aussi précieux que les filets de pêche, qui auraient pu nous être utiles pour survivre. » Je pense que la seule raison pour laquelle les Canadiens n'ont pas fait couler le sang des officiers anglais était qu'ils ne connaissaient tout simplement pas la route. Ils ne savaient pas utiliser une carte ni les instruments de navigation. Ils ne savaient tout simplement pas où aller et ont été contraints de se résigner. Une faim terrible régnait dans le groupe. Mais heureusement, ils arrivent dans une région rocheuse dont les pierres sont couvertes de lichen. Et ce lichen était comestible. Il avait un goût amer, provoquait des indigestions, mais c'était une nourriture qui les sauvait des conséquences de la faim. Parfois, ils réussissaient même à abattre quelques perdrix blanches. Mais les hommes étaient toujours au bord de perdre leur force. Le 10 septembre, la chance leur sourit. Ils rencontrèrent un troupeau de bœufs musqués. Une femelle ne survécut pas. Une autre fut blessée, mais elle s'enfuit. Moins de 10 minutes plus tard, l'animal était déjà dépecé, et le contenu de son estomac et de ses intestins fut mangé sur place. Même les plus difficiles et les plus délicats trouvèrent ce plat délicieux. Voici ce que Franklin écrit dans son journal. « Dans des conditions normales, cela nous aurait suffi pour longtemps, mais la malnutrition constante et les difficultés du chemin nous avaient épuisés, et la sensation de faim avait atteint une force monstrueuse. » Après le départ de Wenzel, la distribution de la nourriture fut assurée par Hood, qui s'acquitta de sa lourde tâche avec une conscience exceptionnelle. Hood se réservait toujours la plus petite portion. Mais l'insignifiance des rations distribuées provoqua le mécontentement des Canadiens. On nota également des cas de vol de viande entre camarades, ce qui, dans de telles conditions, revêtait le caractère du plus grave des crimes. Le gibier s'épuisa rapidement et ils durent se nourrir exclusivement de lichen et de morceaux de leurs bottes en cuir. Le 26 septembre, ils parvinrent enfin à la rivière Coppermine, qu'ils auraient pu descendre pratiquement jusqu'au Fort Enterprise. Cependant, ils n'avaient plus d'embarcation pour la naviguer. Le dernier canoë était devenu inutilisable. On aurait encore pu le réparer, mais les porteurs l'avaient délibérément détruit pour ne pas avoir à le transporter. Ils se tenaient devant une rivière déchaînée qu'ils devaient traverser au moins pour atteindre la rive opposée. Extrait du journal de Richardson. Les porteurs se maudissaient bruyamment pour leur bêtise d'avoir endommagé le canoë.
Ils étaient devenus négligents et désobéissants, ne craignaient plus les punitions et avaient perdu tout espoir de récompense. L'un d'eux s'enfuit, tentant de se sauver seul, et ne revint jamais. 8 jours furent perdus en vain, à chercher un gué. Au bout de 8 jours, ils construisirent un radeau avec les saules barres qui poussaient sur les rives. Franklin décrit dans son journal « Tôt le matin, les âmes commencèrent à transporter des fagots de branches de saule et à 7 heures du matin, le radeau était prêt. Cependant, sa flottabilité s'avéra très faible, car le saule était fraîchement coupé. Nous espérions néanmoins la réussite de l'entreprise, pourvu que nous parvenions d'une manière ou d'une autre à faire passer une corde de l'autre côté de la rivière. 2 des hommes les plus robustes tentèrent à plusieurs reprises de traverser sur le radeau, mais ils n'y parvinrent pas, faute d'aviron. Après de nombreuses tentatives infructueuses, les 2 nageurs conclurent que la tâche était irréalisable. Alors le docteur Richardson, qui prenait très à cœur les souffrances de ses compagnons, se proposa pour traverser cette rivière glaciale à la nage afin de faire passer ensuite le radeau à l'aide d'une corde. Il entra dans l'eau, mais à une faible distance de la rive, ses mains se raidirent de froid. Il n'abandonna pourtant pas son projet et, nageant sur le dos, il avait presque atteint la rive opposée quand ses jambes s'engourdirent à leur tour. À notre plus grande horreur, il commença à couler. Nous tirâmes alors sur la corde et il réapparut à la surface dans un état presque désespéré. Nous le hissâmes sur la rive. À tout cela, il faut ajouter qu'en entrant dans l'eau, Richardson avait marché sur un poignard et s'était blessé au pied jusqu'à l'os. Même cet échec ne le dissuada pas de tenter d'accomplir sa noble entreprise. Toutes les tentatives de traverser la rivière n'eurent pour résultat que de glacer, d'épuiser l'expédition et de laisser un homme en hypothermie. De plus, les hommes sombrèrent dans le désespoir. Ils comprenaient que s'ils ne traversaient pas cette rivière, les conséquences de la faim les attendaient. Ils n'atteindraient jamais le fort Enterprise. Le lendemain, les hommes partirent ramasser des branches de saule sèches. Un vent violent empêcha l'essai du nouveau radeau, et c'était peut-être pour le mieux, car un jour plus tard, l'un des interprètes, Saint-Germain, proposa de construire une embarcation avec des branches de saule et de la toile cirée qui enveloppait la literie et les effets personnels. 3 jours plus tard, la construction de l'embarcation était terminée. Le 4 octobre, Saint-Germain traversa la rivière et tendit une corde entre les 2 rives. Les autres membres de l'expédition passèrent également sans encombre sur l'autre rive. L'espoir renie chez les hommes. Le fort Enterprise, tant convoité, n'était plus qu'à 1 semaine de marche pour les voyageurs. Mais les hommes étaient extrêmement faibles. Franklin raconte qu'à cette époque, il était si faible qu'il pouvait à peine faire 100 mètres et tombait constamment. Hood ne digérait absolument pas la nourriture à base de lichen et n'était plus que l'ombre de lui-même. Back était si affaibli par la faim qu'il ne pouvait marcher sans bâton, et le docteur Richardson ne sentait plus une de ses jambes. L'état du matelot Hepburn était légèrement meilleur. Les porteurs canadiens étaient globalement plus robustes physiquement que les Anglais, mais leur moral était extrêmement bas. Tous comprenaient que le groupe avançait très lentement et il fut décidé que George Back, en tant que seul officier encore valide, serait envoyé en avant avec 3 voyageurs pour ramener de la nourriture du fort Enterprise. Quelque temps après, 2 Canadiens, dont l'estomac ne supportait pas la nourriture à base de lichen, tombèrent à terre et ne se relevèrent plus. Ni les prières ni les menaces ne purent les convaincre de continuer. Il fallut les abandonner. Extrait du journal de Franklin. Notre chemin passait par une série de collines dénudées. Pour nous donner des forces avant d'entreprendre un voyage si difficile, nous avons mangé les restes de nos bottes, ainsi que toutes les lanières que nous avons pu trouver. Bientôt, 2 Canadiens tombèrent de nouveau à terre et ne se relevèrent plus. Il fallut abandonner les hommes dans le désert de neige. La morosité s'empara du groupe. Les hommes étaient au comble du désespoir et perdaient leur force à cause de la faim. Quelque temps après, Hood, complètement épuisé, proposa de rester lui aussi avec le docteur Richardson au premier endroit où il y aurait suffisamment de combustible et une provision de lichen pour 10 jours. Pour justifier ce plan, il invoquait non seulement son état déplorable, mais aussi la possibilité d'aider les Canadiens qui étaient à la traîne s'ils trouvaient la force de suivre les traces du groupe principal.
Ils tombèrent sur un amas de rochers où poussaient de nombreux lichens et où se trouvait un petit bosquet de saules bas. C'est là que Hood, le docteur Richardson et le matelot Hepburn, qui s'étaient portés volontaires pour rester avec eux, s'arrêtèrent. Il fut annoncé aux autres que ceux qui le souhaitaient pouvaient également se joindre à eux. Cependant, personne ne le voulut. Seul l'Indien Michel hésita un peu dans sa décision. Le soir du lendemain, Michel et un autre Canadien déclarèrent qu'ils n'étaient plus en état de continuer et demandèrent avec insistance la permission de retourner auprès de leurs camarades restés en arrière. Finalement, le lieutenant Franklin les laissa partir. Le lieutenant Franklin leur chargea d'informer Richardson et Hood qu'il y avait un bosquet de pins non loin de leur camp, où le combustible était plus abondant et où ils pourraient mieux s'abriter du vent froid. Un jour plus tard, 2 autres porteurs, complètement épuisés, durent renoncer à poursuivre la route. On tenta de les persuader de continuer, mais l'un d'eux, après seulement 10 minutes, déclara en pleurant qu'il n'avait plus de force. Le second, après avoir marché plusieurs heures, s'effondra à terre, définitivement à bout, et ne se releva plus. Le détachement dut continuer sans eux. Du groupe principal de l'expédition, il ne restait que 5 personnes. Franklin, l'interprète indien et 3 Canadiens. Et enfin, le lieutenant reconnaît un lieu familier. Il n'était plus très loin du fort Enterprise. Les voilà, les cabanes en rondins, et donc le salut. Car à l'intérieur, il devait y avoir la nourriture que les Indiens et Wenzel étaient censés avoir préparée pour le retour de l'expédition. Mais lorsque les voyageurs ouvrirent la porte grinçante du fort, ils furent saisis d'horreur. Voici ce que Franklin écrit à ce sujet dans son journal. « L'espoir et la peur alternaient en nous à la pensée de ce qui nous attendait. Et si, d'habitude en chemin, nous nous encouragions à la pensée du fort et des provisions qui s'y trouvaient, nous découvrîmes alors, à notre chagrin inexprimable, tout dans le plus grand délabrement. Nous ne vîmes ni provisions dans l'entrepôt, ni traces des Indiens, ni lettres de Wenzel indiquant leur emplacement. La seule chose qu'ils trouvèrent fut une note de George Back, laissée 2 jours plus tôt. Dans cette note, il écrivait qu'il partait à la recherche des Indiens et que s'il n'y parvenait pas, il irait chercher de l'aide au fort Providence. Je rappelle qu'il s'agit d'une traversée incroyablement difficile de l'Arctique canadien en hiver. À la fin de la note, Back écrit que son entreprise échouera probablement et que ceux qui l'accompagnent perdront leur force en chemin. Il fait ses adieux à Franklin. Franklin, d'ordinaire optimiste, écrivit que ses forces l'abandonnaient rapidement. Aucun d'entre eux n'avait mangé de viande depuis 4 semaines. Dans une situation désespérée, Franklin et ses compagnons se souvinrent que plusieurs pots de serre avaient été jetés là avant leur départ pour la mer. Ces pots furent retrouvés, déterrés des cendres et des braises des feux éteints depuis longtemps avec les os des cerfs. Ils purent ainsi repousser les conséquences de la faim pour quelque temps encore. Mélangé au lichen, l'os brûlé était plus facile à digérer, alors que consommé pur, il provoquait des ulcères sur les lèvres et dans la gorge. Au cours d'un de ces repas, la porte du fort s'ouvre et l'Esquimau Augustus entre. Il avait quitté l'expédition depuis longtemps et on le croyait disparu. Il avait bien meilleure mine que ceux qui perdaient leur force, car il savait chasser dans l'Arctique et se procurait donc de la nourriture. L'espoir renaît chez les hommes. Ils pensent qu'Augustus chassera pour eux et qu'ils pourront tenir jusqu'à l'arrivée des secours. 3 jours plus tard au fort, la porte s'ouvrit à nouveau et l'un des Canadiens apparut sur le seuil. Il avait été envoyé par George Back pour demander à Franklin comment il devait procéder. L'état du voyageur était si terrible qu'il ne pouvait parler. Ses vêtements n'étaient qu'une carapace de glace car il était tombé dans l'eau en route vers le fort. Il lui fallut 4 jours pour retrouver un peu de force. Après avoir envoyé ce messager à Back, Franklin commença lui-même à se préparer pour le fort Providence. Cependant, dès la sortie du fort, il devint évident que les hommes étaient si faibles qu'ils ne pouvaient marcher. Par des efforts surhumains, ils se forçaient à avancer.
Ils parcoururent ainsi 4 miles, puis s'allongèrent tous côte à côte, se serrant les uns contre les autres pour tenter de se réchauffer. Le lendemain matin, le temps était clément, mais les forces des voyageurs n'étaient pas revenues. De plus, John Franklin coinça son ski entre des pierres et le cassa. Pour ne pas retarder les autres, il décida de retourner au fort. À son arrivée au fort, Franklin découvrit un triste spectacle. L'un des Canadiens était étendu à côté de l'Indien, et tout le travail de collecte de bois et de préparation de la nourriture était effectué par Augustus. Le retour de Franklin fut un salut, car il se mit à les aider aux tâches ménagères. Franklin préparait la nourriture à partir de vieilles peaux, et le Canadien transportait le bois et cassait les os. Les 2 hommes allongés sur le sol pleuraient sans cesse. L'expédition s'était donc scindée en 3 groupes distincts. Le groupe de Franklin, qui se trouvait au fort Enterprise, le groupe de Back, qui était parti chercher de l'aide au fort Providence, et le groupe de Hood, Richardson, Hepburn et des voyageurs épuisés qui s'étaient arrêtés dans la toundra, sans avoir atteint le fort. Il semblerait que ce dernier groupe fût condamné à perdre la vie et qu'aucun événement ne put s'y produire. Mais non, c'est là que se déroulèrent les événements principaux et les plus intéressants. Comme nous nous en souvenons, ce groupe comprenait Hood, le docteur Richardson et le matelot Hepburn, qui s'était porté volontaire pour s'occuper d'eux. Quelque temps après, 4 voyageurs se détachent du groupe de Franklin, partis en avant, disant qu'ils n'ont plus la force de continuer et qu'ils retourneront au camp des Anglais pour y attendre leur fin avec eux dans la toundra. Il s'agissait de 4 trappeurs, Michel, Rochat, Jean-Baptiste Langer et 2 hommes nommés Perrat et Fontaneau. Cependant, seul Michel atteignit le camp. Il apporta une lettre de Franklin, disant qu'il leur envoyait ces 4 hommes, et mentionnant également qu'un bosquet de pins se trouvait non loin, où il serait plus facile de s'abriter du vent. Michel, à son arrivée au camp, était étonnamment vif et enjoué. Il avait donc mis 4 jours pour parcourir 6 kilomètres, ce qui surprit les Anglais. Aux questions sur ses compagnons, dont Franklin parlait dans la lettre, ses réponses étaient plutôt confuses. C'est pourquoi il avait mis si longtemps, puis avait complètement perdu ses camarades de vue et ne les avait plus jamais rencontrés. Et bien sûr, tout cela parut très étrange. Cependant, Michel apporta avec lui un trésor incroyable, un lièvre et un lagopède. Les hommes, perdant leur force, oublièrent immédiatement toutes leurs questions. Cependant, Michel se comporta de manière vraiment étrange. Il disparaissait périodiquement du camp, refusait de manger du lichen, et quand on l'interrogea sur la chasse où il était censé être allé, il répondit « Il n'y a pas d'animaux ici, vous feriez mieux de me prendre la vie et de me manger. » Le groupe commença à se déplacer vers le bosquet de pins que Franklin avait découvert. Voici ce que Richardson écrit dans son journal. Nous n'avions alors pas prêté attention à la circonstance étrange que Michel, notre guide, ne pouvait connaître le chemin vers le bosquet avec autant de précision s'il était vrai qu'il avait erré si longtemps pour nous trouver. Les hommes épuisés décidèrent de passer la nuit dans leur ancien camp pour se rendre au bosquet de pins le matin. Mais Michel dit qu'il voulait déjà passer la nuit sous les pins, demanda une hache et promit de revenir les chercher le matin. Quand le matin arriva, Michel, comme vous l'avez sans doute deviné, n'apparut pas. L'ayant attendu jusqu'à midi, les 3 voyageurs se dirigèrent vers le bosquet, mais Michel n'y était pas non plus. Ce n'est qu'au crépuscule qu'il revint, racontant qu'il avait longtemps et vainement poursuivi des cerfs et qu'il était tombé par hasard sur un loup dont il se serait emparé. Cette histoire semblait assez étrange, mais Michel apporta un sac de viande sur lequel les voyageurs se jetèrent avec un appétit incroyable. La prise de conscience vint plus tard. Voici ce que Richardson écrit dans son journal. « Nous avons compris plus tard, grâce à des circonstances que je préférerais ne pas exposer, qu'il s'agissait de morceaux provenant de l'un des Canadiens. Une question cruciale. Michel a-t-il pris la vie de ces hommes ou a-t-il découvert ce qui leur était arrivé dans la neige? Apparemment, sa vie fut prise aux premiers Canadiens peu après qu'ils eurent quitté le camp.
Et lorsque le second porteur est arrivé sur les lieux de ce qui s'était passé, il s'est également débarrassé de lui et lui a pris son fusil. Puis, ce fut le tour du dernier de leur groupe. Le fait également que Michel se soit muni d'une lourde hache alors que les porteurs essayaient de se délester de tout ce qui était lourd indique aussi qu'il avait l'intention de découper de la viande gelée, car pour le dépeçage ordinaire de gibier frais, un simple couteau suffit. Chaque jour, Michel s'absentait, soi-disant pour la chasse. Il ne ramenait cependant pas de gibier, ne mangeait pas de lichen, et ses forces semblaient augmenter de jour en jour. Le 20 octobre, Richardson, comme à son habitude, partit ramasser du lichen. Hepburn coupait du bois non loin de la tente, et Hood était assis devant, près du feu. Voici comment Richardson s'en souvient par la suite. Je ne m'étais pas encore beaucoup éloigné de la tente quand j'entendis un coup de feu, puis une voix effrayée m'appelait « Hepburn ». En m'approchant de la tente, je vis Hood. Sa vie venait de lui être arrachée près du feu. Son front semblait avoir été transpercé par une balle. La pensée me traversa l'esprit comme un éclair que le malheureux, dans un accès de désespoir, avait décidé d'en finir. Cependant, le comportement étrange de Michel m'amena à d'autres réflexions. En examinant ce qui s'était passé, je vis que le coup de feu avait été tiré par derrière. Le canon du fusil reposait à côté de lui. Le fusil était du type le plus long que possèdent les Indiens. Et pour qu'une telle blessure se produise, il fallait que quelqu'un d'autre l'ait mis dans cette position. En interrogeant Michel sur les circonstances de l'incident, il répondit que Hood l'avait envoyé à la tente chercher le fusil court quand soudain le fusil long avait tiré. Il ne pouvait expliquer si le coup était parti intentionnellement ou accidentellement. Pendant cette conversation, il tenait le fusil court à la main. Plus tard, Hepburn me dit qu'avant le coup de feu, Hood et Michel s'étaient disputés vivement et avec colère. Michel était armé, se sentait bien mieux que les hommes perdant leur force, et il les aurait éliminés tous les deux sans difficulté. C'est pourquoi Richardson et Hepburn, sans se concerter, firent semblant de croire Michel, qu'il s'agissait d'un acte désespéré. Cependant, Michel ne se pressait pas de lâcher son arme. De plus, il s'efforçait de ne pas les laisser seuls, afin qu'ils ne puissent discuter de ce qui s'était passé. Il les suivait littéralement à la trace, leur demandant constamment s'ils ne pensaient pas que c'était lui qui avait pris la vie de Hood. Le lendemain, tous se levèrent pour, conformément à la décision antérieure, poursuivre leur route vers le fort Enterprise, où se trouvait Franklin, et, pensait-il, des réserves de nourriture. Un repas fut préparé avec une partie du manteau de cuir de Hood. Michel se mit soudain à persuader Richardson de partir avec lui non pas vers le fort, mais vers la rivière Coppermine pour y chasser le cerf. De toute évidence, il voulait s'emparer de sa vie. Extrait du journal de Richardson. Le comportement de Michel nous inquiétait au plus haut point. Il marmonnait sans cesse quelque chose pour lui-même et répétait qu'il n'avait aucune envie d'aller au fort et continuait de me persuader de me diriger vers les forêts, où il pourrait soi-disant nous nourrir tout l'hiver. Un tel comportement, ainsi que l'expression de son visage, m'incitèrent à lui proposer de nous quitter et de partir seul vers le sud. En réponse, il se mit encore plus en colère et commença à faire des allusions sur le fait que demain, il se libérerait de toute contrainte. J'entendis également ses menaces à l'encontre de Hepburn, qu'il accusait ouvertement de calomnie. C'est là que, dans sa conversation avec moi, il devint pour la première fois à ce point arrogant, ce qui me convainquit définitivement qu'il nous considérait comme étant entièrement en son pouvoir. De tout ce comportement, il ressortait clairement qu'il avait l'intention de nous faire perdre la vie. Et très probablement, il ne l'avait pas encore fait uniquement parce qu'il ne savait pas comment se rendre au fort. Dans ces conditions, Hepburn et moi n'étions pas en mesure de résister à une attaque ouverte de sa part. Nous ne pouvions pas non plus lui échapper. Nos forces étaient incomparablement plus faibles que les siennes. De plus, il était armé d'un fusil, de 2 pistolets, d'une baïonnette indienne et d'un couteau. Quand, dans l'après-midi, nous approchâmes d'un rocher, Michel s'arrêta sous prétexte de ramasser des lichens et dit qu'il nous rattraperait bientôt.
C'était la première fois que nous étions seuls depuis ce qui était arrivé à Hood. Le matelot Hepburn me fit part de ses observations sur le comportement de Michel, qui me convainquirent définitivement que nous ne pouvions préserver nos vies qu'en faisant taire cet homme. Mon compagnon se proposa pour être l'instrument de notre défense. Mais moi, conscient de la nécessité de cet acte terrible, j'ai préféré prendre sur moi toute la responsabilité. Et quand Michel s'approcha de nous, je l'ai fait taire en lui logeant une balle de pistolet dans la tête. Il s'avéra que Michel ne s'occupait pas de ramasser de lichen, et nous comprîmes clairement qu'il ne s'était attardé que pour préparer son fusil en vue de nous attaquer. Lorsque le 29 octobre, Richardson et Hepburn atteignirent enfin le fort Enterprise dans l'espoir d'être sauvés, ils ouvrirent la porte et découvrirent une scène terrifiante. Des 3 occupants du fort, seul Pelletier avait assez de force pour se lever et les saluer. Les planches du sol avaient été arrachées pour servir de bois de chauffage, et les pots qui couvraient autrefois les fenêtres avaient été mangés depuis longtemps. Les hommes se nourrissaient uniquement de lichen et de peaux de cerf pourries, qu'ils mangeaient avec les asticots. Comme l'écrivit Richardson, ils étaient aussi exquis que des groseilles à maquereau. Bientôt, l'un des Canadiens s'allongea et ne survécut pas, quelques heures plus tard. Le second Canadien dit qu'il avait froid, se couvrit de 3 couvertures et ne survécut pas le même jour. Ce qui restait fut traîné à quelques mètres de là. Il n'avait plus la force de les sortir de la maison. L'interprète indien semblait avoir perdu la raison. Il se mit à lancer des regards sauvages et effrayants. D'ailleurs, personne dans l'équipe n'était plus tout à fait normal. Hepburn nota « Si jamais nous retournons en Angleterre, je serai très surpris si notre raison nous revient. » Les habitants du fort ressemblaient à des spectres. Ils se querellaient pour des broutilles, se criaient dessus, s'insultaient, puis se réconciliaient quelques minutes plus tard, les larmes aux yeux. La raison les abandonnait peu à peu. Extrait du journal du lieutenant Franklin, daté du 7 novembre. Notre interprète a passé une nuit blanche. Il était tourmenté par des visions de sa fin imminente, que nous nous efforcions en vain de chasser. Au matin, il était si apathique et faible qu'il pouvait à peine parler. Je suis resté couché à côté de lui pour le réconforter autant que possible. Le docteur Richardson et Hepburn sont allés couper du bois et venaient à peine de commencer leur travail quand, à leur grande surprise, ils entendirent un coup de feu et virent presque aussitôt 3 Indiens tout près d'eux. C'était leur salut. George Back avait accompli un périple d'une difficulté incroyable à travers l'Arctique en hiver et avait atteint le fort Providence, d'où il avait réussi à amener de l'aide. D'ailleurs, il n'avait perdu qu'un seul homme en cours de route. Extrait du journal de John Franklin. Si les secours étaient arrivés quelques heures plus tard, l'interprète ne serait plus, et nous aurions perdu la vie quelques jours après. Les Indiens arrivés nourrirent ceux qui perdaient leur force de poisson, eux qui avaient passé 36 jours sans nourriture au Fort Enterprise. Après le 16 novembre, ils aidèrent les survivants à atteindre le camp du chef Akaicho. Les Indiens les traitèrent, comme l'écrit Franklin, comme une mère traite ses enfants. De toute évidence, ils se sentaient coupables de les avoir abandonnés à ce sort, alors qu'ils auraient dû établir des dépôts de provisions et des réserves au fort. Lors de leur rencontre, le chef Akaicho expliqua qu'il n'avait pas fait de réserve parce que 3 de ses chasseurs avaient perdu la vie en passant à travers la glace d'un lac gelé. Et au fort Providence, il n'y avait pas de munitions pour la chasse. Cependant, il n'est pas difficile de supposer que le chef Akaicho ne croyait tout simplement pas que l'expédition reviendrait vivante et avait décidé, apparemment, de ne pas perdre de temps à chasser et à préparer des provisions. D'une lettre reçue de Back, Franklin apprit avec regret que les marchandises commandées au printemps pour les Indiens n'étaient toujours pas arrivées. Il craignait qu'en apprenant cela, Akaicho ne refuse à l'expédition l'aide nécessaire. Cependant, le chef indien fit preuve d'une grande noblesse. Akaicho ne tint pas compte de cette circonstance et accepta d'attendre l'exécution des accords. Dans sa conversation avec Franklin, il conclut son discours par des paroles très profondes. Il dit «
que ce soit la première fois que les hommes blancs sont les débiteurs. Le 11 décembre, Franklin arrive au fort Providence. De là, l'équipe entame son voyage de retour vers l'Angleterre. Ceux qui ressemblaient à des spectres la veille semblaient se rétablir rapidement et prendre du poids. L'expédition était terminée. Ce fut à l'époque sans doute l'une des expéditions d'exploration de l'Arctique les plus désastreuses et les plus terribles, et elle avait manifestement totalement échoué. Ils n'avaient parcouru que 880 km, perdu 11 des 20 hommes, tout en ne cartographiant qu'une petite portion du littoral. Quand John Franklin retourna en Angleterre, il fit face à des critiques assez vives de la part des compagnies de commerce et des voyageurs. Il disait qu'il avait délibérément mis l'expédition en danger, sachant qu'il y aurait des pertes humaines, mais qu'il n'avait pas fait demi-tour. Et en fait, ils avaient raison. L'affaire Michel soulevait encore plus de questions. Cependant, le seul témoignage à ce sujet était le rapport de Richardson, et personne ne savait ce qui s'était réellement passé là-bas. Une version assez populaire apparut, selon laquelle Richardson et Hepburn auraient eux-mêmes pris la vie de Hood et des 4 voyageurs et se seraient nourris de leur chair pour survivre. L'un des participants à l'expédition, Willard Wenzel, interprète et représentant de la Compagnie du Nord-Ouest, accusé de ne pas avoir assuré l'approvisionnement en nourriture du fort Enterprise en temps voulu, alla encore plus loin dans ses accusations contre Richardson, demandant qu'il soit traduit en justice. Cependant, Bach lui écrivit plus tard dans une lettre « En vérité, Wenzel, il vaut mieux ne pas ébruiter tout ce qui s'est passé là-bas. » L'amirauté décida de ne pas mener d'enquête. Et que s'est-il réellement passé? Je crains que seules les neiges de l'Arctique le sachent. D'ailleurs, Franklin lui-même n'eut pas à en souffrir. La ténacité avec laquelle il avait enduré ses souffrances suscitait l'admiration générale. John Franklin retourne à Londres en héros national. Il y est promu au grade de capitaine et, en 1823, il publie le récit de cette malheureuse expédition. Ce livre se vendit comme des petits pains et les gens admiraient le courage des marins. Leur popularité ne cessa de croître, et bien que Franklin ait reçu dans la haute société le surnom de « l'homme qui a mangé ses bottes », il était à ce moment-là, de toute évidence, l'explorateur polaire le plus malchanceux, mais aussi le plus populaire. C'est cette popularité, ainsi que l'influence de Franklin à l'amirauté et dans les cercles scientifiques, qui le conduiront à diriger la prochaine expédition, à laquelle participeront les navires Erebus et Terror. Mais c'est une toute autre histoire, non moins passionnante.